problème, c'est que le régime fiscal aujourd'hui, il a envisagé les cryptos comme un investissement. Une fois qu'un contrôle est engagé, le fisc a ce qu'on appelle un droit de communication, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de demander à n'importe quelle entreprise en France la communication d'informations sur le contribuable vérifié. Dans les enquêtes judiciaires, les saisies de cryptos marchent plutôt bien parce que justement les blockchains sont publiques et que les gens utilisent parfois des routes faciles à retracer. Si la personne fait ce qu'on appelle une opposition à contrôle fiscal, c'est-à-dire qu'elle fait en sorte de faire obstacle au contrôle, les pénalités peuvent être de 100%, c'est-à-dire qu'on double le montant de l'impôt qui est réclamé. Donc on s'aperçoit que généralement les contrôles, même si on a peu sur les cryptos, commencent par des mouvements sur le compte bancaire entre un exchange et le compte en France qu'on ne retrouve pas sur une déclaration. Salut à tous, bienvenue sur Crypto Coulisses. Aujourd'hui, j'accueille Alexandre Lourimi, avocat spécialisé dans la fiscalité crypto et cofondateur du cabinet Orwell. Comme vous savez, il ne reste plus que quelques jours pour remplir votre déclaration d'impôt et ça tombe bien car aujourd'hui, avec Alexandre, on va répondre à toutes vos questions que vous vous posez concernant la fiscalité crypto en France. Dans cet épisode, on va bien sûr parler du calcul de l'imposition crypto, mais pas seulement. On va également aborder les risques de ne pas déclarer vos comptes ou vos plus-values, les moyens de contrôle de l'État, l'expatriation et d'autres sujets liés à l'imposition crypto. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, ça me permet de publier encore plus d'interviews. Je vous dis un grand merci et c'est parti. Alexandre, salut, merci de te prêter au jeu de l'interview sur Crypto Coulisses. Salut Gary, merci de l'invitation. Avec grand plaisir, donc on est à quelques jours de la fin de déclaration des impôts et notamment de la fiscalité crypto. Donc on va parler de ça aujourd'hui, pas mal de questions à te poser. Déjà pour commencer peut-être à aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux rappeler un peu quelle est la fiscalité crypto en vigueur en France pour les particuliers ? Ouais, totalement. Alors en France, on a la chance d'avoir un régime dédié aux cryptos depuis 2019. C'est un régime qui est dédié parce qu'il essaie de tenir compte des spécificités des cryptos, mais c'est un régime qui est quand même compliqué. Je vais expliquer 2-3 choses à retenir. La première, c'est qu'on a une déclaration annuelle des cessions d'actifs numériques. Donc la première question à se poser pour savoir si on doit faire cette déclaration, c'est si on a fait des cessions imposables d'actifs numériques au cours de 2023. Une cession imposable, ça va être une vente d'actifs numériques contre autre chose qu'un actif numérique. En pratique, ça va être une vente d'une crypto contre du fiat, donc de l'euro, du dollar, peu importe. Et c'est vraiment le moment de la vente qui compte et pas du tout le moment où on rapatrie les fonds sur son compte bancaire. Donc si j'ai fait sur mon exchange un trade crypto fiat, je sais que c'est une cession imposable. Ça peut être aussi un achat d'un bien ou d'un service en crypto, puisqu'on donne une crypto et en contrepartie, on a autre chose qu'une crypto. Donc, si on a fait des sessions de ce type au cours de 2023, on va devoir remplir une déclaration, qui est la déclaration numéro 2086 sur son espace en ligne. Et on va devoir renseigner pour chacune de ces sessions la date de la session, son montant, c'est-à-dire sa valeur en euros, et 2 autres données assez compliquées à suivre quand on ne l'a pas fait au fil de l'eau, le prix total d'acquisition du portefeuille et la valeur globale du portefeuille. Et là, on parle vraiment au global, c'est-à-dire à l'échelle de la totalité du portefeuille crypto et encore plus de la totalité du portefeuille de tous les membres du foyer. Tout ça, pourquoi ? Tout simplement parce que le calcul de la plus-value ou de la moins-value sur la cession, donc le calcul de ce qui va être soumis à l'impôt, il s'effectue par rapport à la valeur globale de la plus-value sur le portefeuille. Autrement dit, quand je fais une cession, si mon portefeuille est à 40% en plus-value latente, toute crypto confondue, j'aurai 40% de ma cession qui sera soumise à l'impôt. Donc ça, ces données, il faut le faire pour chacune des sessions. Si on a 5 sessions, on va devoir remplir 5 colonnes dans le tableau de l'administration fiscale. Et la somme de toutes les plus-values et moins-values calculées sur chacune de ces sessions sera, elle, soumise à l'impôt, par principe à un taux forfaitaire de 12,8%, plus 17,2% de prélèvements sociaux, c'est pour ça qu'on dit flat tax à 30%. Mais sur option, depuis cette année, le contribuable aura la possibilité de demander l'application du barème progressif et non de la flat tax à 12,8%. Et donc, selon le montant de ses revenus, ce sera plus intéressant d'opter ou pas pour le barème. Ok, donc il peut faire son choix. Alors, 2 questions par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est, admettons donc tu es un trader occasionnel, pas un trader professionnel, mais occasionnel, et que tu fais des trades fiat crypto tout le temps. Donc, c'est-à-dire que quand tu achètes, revends du Bitcoin, de l'Ether, etc., au lieu de repasser en stablecoin, tu repasses en euros, par exemple. Donc, ça veut dire que si j'ai fait, par exemple, on va dire des trades toutes les 2 semaines à peu près pendant 1 an, je vais devoir déclarer 24 sessions. Ouais, effectivement, ça peut être très contraignant et souvent cette situation on la voit quand les gens n'ont pas conscience que le trade crypto stablecoin ne génère pas d'imposition ou alors c'est des gens parfois qui pensent que l'imposition intervient quand on
rapatrie l'argent sur son compte bancaire. Donc ils font ces trades en pensant ne pas générer d'impôts. Ils se retrouvent à devoir déclarer des dizaines, voire parfois des centaines de sessions imposables. Ok. Et alors, tu disais donc aujourd'hui, ça peut être au barème progressif, et donc après, c'est à toi de faire ton propre calcul selon si tu préfères la flat tax ou le barème progressif. Exactement, c'est un choix, c'est une option. Si rien n'est fait, c'est la flat tax, donc 12,8. Il faut bien comparer les 12,8 et pas les 30, parce que les 17,2% de prélèvements sociaux, ils sont applicables dans les deux cas. Mais si on se rend compte que, vu le montant des revenus, on est dans une tranche du barème qui est inférieure à 12,8%, il faudra cocher une case spécifique pour appliquer le barème. Et alors, tu parlais de 40%. Donc, si tu as fait une plus-value de 40%, tu seras imposable à hauteur de 40% de ton portefeuille. Alors, comment ça marche? C'est quoi le calcul après? Tu fais la flat tax sur les 40% en question? Bah, c'est ça, imaginons que j'ai cédé pour 10 000 euros de Bitcoin, que sur ces 10 000 euros, il y a 4 000 euros de plus-value. En fait, ces 4 000 euros vont être soumis à l'impôt, soit à la flat tax, soit au barème. D'accord. Ouais. Alors, il y a une spécificité en France, c'est que tu peux déduire ton investissement de départ donc payer moins que la flat tax. Mais alors là, on rentre dans des calculs plus ou moins savants. Est-ce que tu peux en revenir un peu sur ce mécanisme, comment ça fonctionne et ouais. Alors, quand tu dis déduire ton investissement de départ, je pense que effectivement, c'est une des modalités de calcul de la plus-value ou de la moins-value. C'est-à-dire que tu as ton investissement de départ, fiscalement on appelle ça le prix total d'acquisition du portefeuille. C'est l'argent qui a été mis pour acheter des cryptos en fiat, généralement. Et ça, ce montant, tu le déduis progressivement à mesure de tes sessions. Tu peux pas choisir de déduire tout ton montant dès la première session. Imaginons, j'investis 10 000 euros dans les cryptos. Aujourd'hui, ça vaut 50 000. Je décide d'en céder 10 000. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'il n'y a pas de plus-value, tout simplement parce qu'ils récupèrent le montant qu'ils ont investi. Et non, malheureusement, ce serait trop simple. Voilà, ça serait trop simple, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, le fisc considère qu'à chaque fois qu'il y a une cession, dans mon cas 10 000 euros, ben, je retire autant dans ces 10 000 euros une partie du capital investi qu'une partie de la plus-value latente. Et c'est pour ça qu'il faut faire le calcul par rapport à la plus-value sur le portefeuille pour déterminer quelle fraction de mon investissement initial j'ai le droit de déduire du montant de ma cession pour déterminer ma plus-value, ma moins-value. Là, dans mon exemple, 10 000, mon portefeuille vaut 50 000, je retire 10 000. Sur un portefeuille de 50 000, j'ai 80% de plus-value, 40 000 euros. Donc 80% de ma cession de 10 000 euros, 8 000 euros, sera considéré comme de la plus-value imposable. Donc j'aurai un impôt de 30% de 8 000 euros, c'est-à-dire 2 400 euros. Ok. Alors, est-ce que la flat tax, c'est quelque chose qui s'applique dans tous les cas ou barème progressif, où il y a une troisième option, une quatrième option? Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens que tu conseilles avec ton cabinet Orwell qui vont créer une holding pour leur crypto ou trouver d'autres astuces, d'autres stratagèmes pour payer moins d'impôts sur leur crypto? Le régime des cessions d'actifs numériques dont on vient de parler, en fait, déjà il s'applique qu'aux cessions, donc on exclut tous les revenus passifs. Normalement, ça relève d'un autre régime sur lequel on reviendra probablement. Et il s'applique également qu'aux investisseurs particuliers. Les personnes qui veulent gérer leur crypto différemment ou les gérer à titre professionnel vont relever d'un régime différent. Et les gérer différemment, ça peut être, comme tu l'as dit, les gérer via une structure soumise à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas-là, les modalités de calcul sont totalement différentes. Ça peut être une structure à l'impôt sur le revenu, type une entreprise individuelle. Et dans ce cas-là, les modalités de calcul seront aussi un peu différentes. Il y a différents régimes qui peuvent être étudiés. Il y a pas mal de gens qui ont cash out un portefeuille sous le régime micro pour avoir un taux moins important, mais c'est des solutions qui sont super spécifiques et qui généralement sont pas intéressantes. Donc voilà, il y a quand même un choix, il y a d'autres options qui sont à disposition, mais par défaut, une personne physique qui fait de l'investissement dans les cryptos à titre occasionnel sera soit sur la flat tax, soit sur le barème, quoi. Ok. Alors pour revenir sur l'exemple tout à l'heure, donc on prenait le cas de 24 sessions. S'il y en a beaucoup plus ou s'il y en a qui sont vraiment espacés dans le temps, parce que comme tu l'as dit, en fait, il faut traquer la valeur de ton portfolio dans le temps. Donc à chaque session, il fallait que tu bien noter déjà le montant de ton portfolio à ce moment-là, mais ça supposait le calculer à chaque fois. Donc c'est rare en général que les gens aient fait de façon assidue ce travail-là. Donc il existe des solutions, hein, je pense à Waltio, par exemple, qui permet un peu de retracer ça. D'ailleurs, il y a un code de moins 10% avec le code CryptoCoulis10, je mettrai le lien en commentaire, qui permet de faire ce travail-là. Une autre solution, je pense,
c'est de passer par un acteur comme vous. Là, je pense que c'est plus pour des gros montants en général. Peut-être que les gens viennent vous voir. Oui, nous, on fait un peu de déclaratif. Après, en fait, l'idéal, c'est quand même des solutions comme Waltio, c'est-à-dire un Hmm. SaaS, parce que ils ont le produit le plus adapté aux enjeux et la tarification la plus adaptée aussi. Nous, on a des taux horaires en tant qu'avocat, c'est des travaux qui peuvent être très chronophages. On n'est pas du tout compétitif. Mhm. Euh, les gens qui nous demandent de faire ce travail, c'est souvent des gens qui sont dans une situation particulière, soit parce qu'ils sont rémunérés en crypto, soit parce qu'il y a des gros trous dans leurs historiques. Et quand il y a des trous dans les données, bah, un logiciel peut difficilement les réconcilier. Donc à ce moment-là, on peut intervenir. Ok. Et alors, très bon point que tu soulevais, c'est pour les gens qui sont payés en crypto. Comment ça marche pour eux? C'est quoi leur imposition? Alors que ce soit leur salaire fixe ou le variable. Bah, c'est assez compliqué. En fait, il y a un problème, c'est que les cryptos, généralement, ça peut servir à deux choses, soit être une sorte d'outil spéculatif, un support d'investissement, soit tout simplement être un moyen de paiement. Le problème, c'est que le régime fiscal aujourd'hui, il a envisagé les cryptos que comme un investissement. Et donc, on a un régime d'imposition des gains en capital qui est un peu inspiré du PFU pour les actions. Mais du coup, ce régime, il s'applique mal quand les cryptos sont utilisées en tant que moyen de paiement. Et le problème, Mhm. c'est qu'elles peuvent permettre de tout payer, les cryptos. Et le fait de payer quelque chose en crypto change rien au régime fiscal du revenu. Donc, tout ça pour dire que si je perçois mon salaire en crypto, on va considérer que la valeur en euros des cryptos que j'ai perçus, c'est du salaire imposable dès l'année de perception, comme tout salaire qui soit versé en euros ou en avantage en nature. Ça va être pareil si j'ai une micro-entreprise et que je facture des prestations qui sont réglées en crypto. Je vais devoir déclarer sur mon portail auto-entreprise tous les trimestres ou tous les mois la valeur en euros des cryptos que j'ai reçus en paiement. Et donc, je vais générer du revenu imposable, de l'impôt, avant même d'avoir cash out mes cryptos. Ça, c'est important de l'avoir en tête, puisque souvent les gens pensent que tant qu'on reste en crypto, il n'y a pas d'impôt. Ça, c'est pas tellement vrai. On a la neutralisation des échanges entre cryptos, mais si je suis payé au titre d'une activité en crypto, en principe, j'ai de l'impôt à déclarer, un revenu imposable. Et Et tu peux pas passer en flat tax. Tu es obligé de le déclarer comme un salaire classique. voilà, il faut le déclarer comme si le flux finalement avait été payé en euros, Mhm. de la même manière. Et ensuite, il faut articuler avec le régime de la flat tax, justement. Il faut considérer que les cryptos, elles sont acquises à leur valeur de réception et les intégrer au portefeuille à cette valeur. Et ensuite, si ces cryptos sont revendus, il faut déclarer une cession d'actifs numériques qui peut générer de l'impôt s'il y a une plus-value. Donc, imaginons, je sais pas, je n'ai pas d'autres cryptos. On m'envoie 10 000 euros d'Ether pour me payer une presta. Je vais déclarer, je suis micro-entrepreneur, je déclare 10 000 euros de chiffre d'affaires. 6 mois plus tard, je revends ces Ethers 15 000 euros. Je devrais déclarer une cession d'actifs numériques avec une plus-value de 5 000 euros. La différence entre le moment de la réception et le moment de la cession. En revanche, si l'Ether a divisé son prix de moitié, est-ce que tu peux encaisser une moins-value? Et bien ça rejoint un autre problème. En fait, les moins-values sur crypto sont pas imputables sur d'autres types de revenus et Mhm. sont pas reportables sur des plus-values de l'année suivante. C'est un peu une injustice en matière de crypto. Complètement. C'est le seul régime qui est aussi contraignant, mais ce sera pas possible de le déduire. Donc on sera effectivement fiscalisé sur une base de 10 000 euros qui aura diminué parce que on sera resté exposé, on aura perdu de l'argent, quoi. Ok. Alors, pour revenir sur un service comme Waltio, s'il y a une erreur qui a été faite par Waltio, comment c'est considéré par l'administration fiscale? Alors ça, c'est dur à dire parce que ça dépend vraiment de la nature de l'erreur. Waltio et tous ces services, eux, ils s'engagent contractuellement sur bah, le bon fonctionnement des calculs qui sont prévus par le Code général des impôts, mais ils ne s'engagent pas à garantir la conformité fiscale sur tous les choix fiscaux du contribuable. Si eux, ils ont fait ils ont mal appliqué les formules qu'ils étaient censés appliquer, euh, potentiellement, ça peut être problématique pour eux, mais en tout cas, ça dédouane pas le contribuable. Mhm. Le contribuable reste responsable de son imposition. En revanche, là où ça peut avoir un intérêt d'avoir utilisé un outil, c'est que ça peut montrer, en cas de rectification de contrôle fiscal, que le contribuable était de bonne foi, a mis en œuvre toutes les diligences possibles pour être conforme, et donc ça peut permettre d'éviter des pénalités pour mauvaise foi qui peuvent être élevées, qui peuvent aller jusqu'à 40% en plus du montant de l'impôt. Ok. Je voudrais qu'on parle un peu de la fiscalité de pas mal de produits qu'on peut rencontrer dans le monde crypto, que ce soit dans la DeFi et autres. Si on parle déjà des airdrops,
Alors, je trouve que c'est un point intéressant parce que les airdrops, ça peut être quelque chose. Enfin, la fiscalité des airdrops, elle est peut-être aujourd'hui injuste, entre guillemets. Ben ouais, encore faut-il savoir De de quelle. quelle nature elle est, Ouais. parce que en fait, bon, déjà il n'y a pas de précision d'administration fiscale en la matière évidemment, et il y a plusieurs hypothèses qui sont envisageables. Surtout que les airdrops sont quand même de nature assez différente. Il y a plein de types de airdrops, plein de conditions d'éligibilité différentes, et ça peut jouer. À mon avis, il y a trois hypothèses. Soit on considère que le airdrop, c'est un avantage commercial, c'est pas un revenu imposable en fait. Il y a une sorte de tolérance, un peu comme les cashbacks. Euh, c'est pas un revenu censé être fiscalisé. Dans ce cas-là, ça implique de rien déclarer à réception et de considérer que C'est de l'argent gratuit. ouais, c'est de l'argent gratuit, c'est comme un avantage commercial, je sais pas, au supermarché ou un truc qu'on va pas soumettre à l'impôt. Mais dans ce cas-là, ça implique de majorer son prix total d'acquisition de son portefeuille pour pas être imposé au titre de la cession. Soit on considère que c'est des cryptos acquises à titre gratuit. Dans ce cas-là, on ne déclare rien à réception et on majore pas le prix total d'acquisition. Finalement, au moment de la cession, la valeur de son airdrop sera fiscalisée à 30%, la flat tax. Soit, dernière hypothèse, le airdrop est considéré comme un revenu imposable dès l'année de réception. Et dans ce cas-là, ça implique de déclarer un revenu imposable à hauteur de la valeur à réception, dès l'année de réception, indépendamment de la vente des cryptos gagnés dans le cadre du airdrop. Ce que je trouve injuste d'ailleurs, parce que c'est-à-dire que si tu reçois, je sais pas, l'équivalent de 10 000 $ d'un airdrop et qu'en fait le token plonge à zéro parce que c'était un scam, en fait tu dois payer d'impôt sur, la flat tax sur 10 000 $, quoi. 10 000 €. Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr que ça crée des difficultés, mais cette difficulté, on va en reparler, c'est la même pour tous les revenus passifs et même pour les revenus d'activité. Aujourd'hui, en pratique, l'administration n'a pas l'air d'imposer ce type de fonctionnement. Ça va sûrement venir, on y reviendra. Pour limiter son risque, il faut partir du principe, et c'est comme ça que ça marche fiscalement, que c'est considéré comme un revenu versé en euros et un investissement, un achat de crypto. C'est comme s'il y avait eu deux flux. Et donc, il faut bien avoir en tête que quand on conserve les cryptos qu'on a reçus dans le cadre d'un revenu passif ou dans le cadre d'un airdrop, pour le fisc, c'est un choix de rester exposé à ce type d'actifs. Et donc, s'il y a une perte, c'est le résultat de ce choix qui ne peut pas être reproché à l'administration, mais qui est imputable qu'au contribuable. Donc, pour se prémunir de ça, voilà, vaut mieux se baquer en stablecoin ou passer sur des coins auxquels on croit plus pour finalement être responsable de sa perte si elle arrive. Ouais, mais c'est vrai que je trouve ça un peu injuste dans le sens aussi où parfois tu reçois un airdrop parce que tu crois aussi sur le long terme sur un projet, et donc ça te force finalement d'une certaine manière à vendre le token en question pour entre guillemets payer tout de suite l'impôt dessus si on considère que le fait générateur c'est la réception, et donc ça te force à ne pas conserver de la crypto pour des raisons fiscales finalement, alors que tu aurais souhaité les conserver sur le long terme. Oui, non, mais je suis d'accord. Après, je pourrais me faire l'avocat du Ouais, diable bien sûr. en disant, voilà, en fait, si on a un revenu de 10 000 € et qu'on doit de l'impôt, en fait, c'est normal qu'on ne puisse pas investir ces 10 000 € dans un support d'investissement, qu'on puisse investir que le net. Bien sûr. Donc ça, c'est pour faire l'avocat du diable. Après, le problème, c'est qu'effectivement, ça génère énormément de friction. Souvent, on est sur des flux qui sont pas si importants. Et en fait, je trouve la grosse injustice aussi, c'est la complexité, la lourdeur des obligations, enfin du régime, des régimes fiscaux applicables. Et donc, il y a quand même une disproportion entre les gains qui sont parfois modestes réalisés et ce que la loi fiscale pourrait attendre du contribuable, qui est particulièrement complexe et chronophage, quoi. Complètement, c'est vrai que c'est un mauvais incentive pour espérer que les gens fassent le job à 100% si la loi est trop complexe, alors que... Bah oui, carrément. Et il y a même des gens qui sont très stressés fiscalement, qui se posent la question d'aller dans de la crypto, juste par peur d'être pas dans les clous sur le plan fiscal, quoi. Ouais, complètement. Après, il y a encore d'autres produits, hein. On peut parler du stacking, par exemple. Le staking, c'est un peu la même logique, en fait. En principe, ça devrait être un revenu à réception. Après, il y a une décision du Conseil d'État de 2018 qui a laissé planer un petit doute sur ce point, qui a laissé entendre que ça pourrait être considéré comme des cryptos acquises à titre gratuit et donc imposables qu'au moment de la cession en BNC, ce qui ne serait pas forcément plus avantageux. Mais donc, il y a une sorte de flottement sur le sujet. En pratique, on voit bien que les gens déclarent jamais à réception, déclarent tout à la cession. Mais c'est quelque chose qui pourrait changer, parce que tu as dû le voir dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, certains députés ont déposé un amendement pour clarifier le sujet justement du staking, et dans l'amendement, le projet était
d'officialiser le fait que la valeur en euros des rewards devait être déclarée chaque année, même si non cédée en fiat, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. L'amendement a été retiré finalement, puisque des associations, la DAN notamment, ont alerté les pouvoirs publics sur la complexité que ça allait générer pour les contribuables. Et donc l'amendement a été retiré, mais reviendra probablement sur la table. C'est quelque chose qui va certainement bouger à l'avenir. Et d'ailleurs, c'est quoi le pouvoir de l'État pour savoir que tel contribuable détient telle adresse pour pouvoir ensuite voir ses airdrops, son stacking, etc. Aujourd'hui, la source d'information privilégiée de l'administration fiscale, ça va être le compte bancaire, puisque surtout en France, l'administration a accès au compte bancaire assez facilement. Donc on s'aperçoit que généralement les contrôles, même si on a peu sur la crypto, commencent par des mouvements sur le compte bancaire entre un exchange et le compte en France, qu'on ne retrouve pas sur une déclaration. Donc un mouvement créditeur important depuis Kraken et pas de déclaration de cession d'actifs numériques. Généralement, c'est la source d'entrée du contrôle. Une fois qu'un contrôle est engagé, le fisc a ce qu'on appelle un droit de communication, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de demander à n'importe quelle entreprise en France la communication d'informations sur le contribuable vérifié. Donc ça permet déjà d'avoir des informations auprès de prestataires de PSAN français. Et ensuite, la France a des accords de coopération administrative avec plein d'États. Et dans le cadre de ces accords, elle peut aussi demander ce type d'informations à des exchanges étrangers. Et ça fonctionne plutôt bien. Généralement, elle y parvient. Mais c'est ponctuel et en cas de contrôle. Donc c'est-à-dire que les services, les départements compliance de Coinbase, Kraken, en France on parle de CoinHouse, Paymium, etc. vont tous parler entre eux, collaborer si nécessité, parce que quand c'est exigé par l'administration fiscale. Voilà. Pour l'instant, c'est sur demande. Il faut une demande de l'administration fiscale pour que le PSAN communique. Par contre, dans quelques années, ça a changé. Et les infos vont être communiquées spontanément. Il y a deux dispositifs juridiques qui sont en train d'être négociés, un à l'échelle de l'UE et un à l'échelle de l'OCDE, donc qui réunit près de 200 États. Il y en a déjà 50 qui ont affirmé vouloir avancer très rapidement sur le sujet. Et quand ces dispositifs seront en place, d'ici 2025-2026, c'est ce qui est prévu, là, les exchanges devront spontanément, chaque année, transmettre l'historique, grosso modo, des utilisateurs aux administrations fiscales. Et donc là, on va changer de logique. En fait, là où aujourd'hui, le contrôle partait d'un constat d'une discordance entre ce qui se passe sur le compte bancaire et ce qui se passe sur la déclaration d'impôt, là, les discordances, elles seront examinées directement sur la plateforme d'échange. Donc, il y aura une vision beaucoup plus précise chaque année de ce que les utilisateurs font en crypto. C'est-à-dire qu'en tant que contribuable, quand tu te connecteras limite sur impôt.gouv pour remplir ta déclaration, limite elle sera pré-remplie déjà avec les résultats des exchanges. Ça serait... pour moi, ce serait la solution idéale, parce que Ouais. c'est ce qui se passe en matière financière. En matière financière, il y a les intermédiaires fournissent beaucoup d'infos, mâchent le travail des investisseurs. En crypto, ce serait l'idéal. Après, il faudrait quand même changer le régime fiscal, parce qu'on l'a vu, les plus-values elles sont calculées par référence à la valeur globale du portefeuille. Donc l'exchange, s'il n'a pas toutes les cryptos de son utilisateur chez lui, il ne pourra pas savoir combien vaut son portefeuille. Après, mais s'il peut communiquer avec les autres exchanges justement pour avoir ces infos, alors peut-être qu'il peut pas, les exchanges ne peuvent pas communiquer peut-être trop d'infos non plus concernant le volume, l'historique de tel utilisateur sur les dernières années. Il y aura quand même des limites, j'imagine. Oui, et puis ils ne pourront pas s'échanger les historiques entre eux, pour des raisons de protection de la vie privée quand même. Oui. Donc bon, déjà c'est une belle atteinte de devoir tout communiquer aux administrations, mais voilà, ce sera qu'aux administrations. Donc je pense que le travail de déclaration, il sera à terme fait par les exchanges, comme tu l'as dit, mais après que le régime fiscal ait été un peu amendé pour que ce soit faisable. Ok. Et alors, là, on parle vraiment des exchanges centralisés, mais qu'est-ce qu'il en est des wallets qui sont détenus par les utilisateurs eux-mêmes? Par exemple, moi, j'ai un wallet avec lequel j'ai reçu des airdrops, j'ai fait du stacking. Comment, après, l'administration fiscale peut remonter à ce wallet? Ma question, c'est est-ce que, finalement, l'administration fiscale, elle a les outils aujourd'hui pour faire de l'analyse on-chain Alors, c'est une question
de fins et de moyens. Mm. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les pouvoirs publics ont la capacité de faire des enquêtes et des analyses assez poussées on-chain. On le voit beaucoup dans des enquêtes judiciaires, Mhm. avec des enjeux significatifs. Donc, quand la fin le justifie, les pouvoirs publics peuvent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour retracer. Et on s'aperçoit d'ailleurs à ce sujet qui n'est pas un sujet fiscal, que dans les enquêtes judiciaires, les saisies de crypto marchent plutôt bien parce que justement les blockchains sont publiques et que les gens voilà, utilisent parfois des routes faciles à retracer. Aujourd'hui, sur le plan fiscal, moi je l'ai jamais vu dans le cadre de contrôle. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est trop coûteux vu les gains qui sont susceptibles d'être espérés sur le contrôle de particuliers. Mais à terme, ça pourrait être systématisé, notamment il y a des outils comme Chainalysis ou autres, et la collecte de masse de données sur les propriétaires de wallets. Et ça, cette collecte de masse, elle va se faire de plus en plus via les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme des plateformes d'échange, et via ce qu'on disait, le transfert des historiques des utilisateurs, puisque les exchanges devront conserver les historiques des transactions, mais également la liste des adresses des wallets avec lesquelles l'utilisateur a interagi avec la plateforme. Donc si je fais un dépôt sur une plateforme ou un retrait depuis cette plateforme sur un wallet, un wallet en self-custody, l'exchange devra garder l'adresse de ce wallet et le fisc pourra en déduire que ce wallet m'appartient, quoi. À moins que je me sois fait hacker. Voilà, il y aura toujours des cas particuliers, mais ça posera quand même une sorte de présomption. On pourra imaginer qu'un juge trouve ça plausible Mhm. qu'un wallet t'appartienne si tu as fait un dépôt depuis ce wallet sur un exchange ouvert en ton nom, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que toi, tu es déjà tombé sur des clients qui ont justement fait le transfert de crypto à fiat, donc ils doivent payer de l'impôt, mais entre-temps, leur compte s'est fait hacker, soit parce que directement leur compte d'exchange s'est fait hacker, ou ils ont fait un virement sortant. Enfin, ouais, il y a eu hack. Enfin, quand je dis hack, Ouais. l'exemple que je vois, par exemple, Et sur Passe en FTX, euros. quoi, Alors, ouais, il y a le. ouais. Parlons de FTX, justement, Ouais. parce que hack ou faillite. Ouais, ou faillite. Ouais, ça arrive, et c'est assez frustrant parce que sur le terrain juridique, s'il y a une cession imposable avant le hack ou la faillite, normalement c'est une cession imposable. Après, l'argent n'a pas été perçu par le contribuable, donc généralement c'est quand même tentant de ne pas le déclarer. Il y a un côté frustrant à devoir déclarer un revenu qui n'existe plus, qui a disparu, qui n'a jamais été touché, quoi. Après, juridiquement, voilà, c'est pas conforme, et donc c'est un risque que prend le contribuable dans ces cas-là, quoi. T'es déjà tombé, toi, sur ce type de cas ou... Oui, après, Ouais. bon, c'est pas des cas où... Enfin, je suis jamais tombé sur un contrôle Ouais. d'une personne qui a omis de déclarer ça. Après, on est un peu tôt en crypto, faut le voir aussi. Ouais, bien Le sûr. fisc n'est pas sur les mêmes périodes de temps. Ils peuvent avoir, en principe, 3 ans pour contrôler. Parfois, dans certains cas, le délai pour contrôler peut être étendu à 10 ans. Donc, voilà. J'ai pas vu de contrôle, mais ça veut pas dire qu'il faut le faire parce qu'il n'y a aucun risque de contrôle, quoi. Et tu parlais du fisc d'ailleurs, tu sens comment le fisc? Est-ce qu'en général, il est plutôt indulgent avec quand il y a des contrôles fiscaux? Parce que toi, j'imagine que tu accompagnes pas mal de contrôles fiscaux, enfin des contribuables qui ont des contrôles fiscaux avec Orwell. Comment ça se passe en général quand il y a des contrôles? Est-ce que justement le fisc va vouloir imposer au maximum la personne ou ça va dépendre de la bonne foi de la personne, du contexte? Non, ça dépend vraiment du contexte. Ça dépend vraiment du contexte. Une chose est sûre, c'est que dans les contrôles auxquels j'assiste, je remarque qu'il n'y a pas de défiance particulière envers les cryptos de la Mhm. part des vérificateurs. D'accord. Ils partent pas du principe que c'est C'est mal. obscur, Ouais. que c'est mal, ou voilà, que la personne est forcément liée au terrorisme parce qu'elle a investi dans les cryptos. Donc ça, c'est déjà un bon point. Je constate aussi qu'ils ont conscience de la complexité des obligations qui sont mises à la charge des contribuables. Mhm. Et donc, ils en tiennent compte selon le contexte. Évidemment, quand la personne a vendu des centaines de milliers d'euros, voire plus, sans rien faire, c'est dur de plaider l'oubli. Mhm. Mais quand il y a des erreurs, ça ne génère pas systématiquement l'application de pénalités, quoi. D'accord. Alors, pour venir sur les produits, on va dire, un peu crypto dont on parlait, donc on a parlé des airdrops, du stacking, je trouve ça intéressant aussi de revenir, par exemple, sur les bons du trésor tokenisés. En ce moment, il y a pas mal de la tokenisation, ça marche de plus en plus, il y a une grosse hype autour de ça, donc il y a pas mal de produits financiers tokenisés, dont des bons du trésor.
aujourd'hui, quand tu détiens un bon du trésor via plein de solutions, hein, ça peut être Ondo Finance ou autre, tu peux avoir du 5% si c'est des bons du trésor américain de façon annuelle. Et comment ça se passe pour justement la déclaration de ces... Alors déjà, il y a deux choses, hein, parce que finalement, tu achètes des bons du trésor. Donc est-ce qu'on sort de la partie crypto, parce que finalement, tu achètes le sous-jacent et pas le token, hein, tu achètes vraiment le sous-jacent qui se cache derrière. Et en plus, tu gagnes de façon, on va dire, passive des intérêts. Ouais, bah, tu l'as bien dit, il y a deux questions. Déjà, l'actif en tant que tel, c'est un problème de qualification en fait juridique. Moi, mon sentiment, c'est que l'analyse juridique la plus appropriée, lorsque finalement le token est pas ce qui génère, est pas ce qui constitue la valeur, mais est seulement un moyen probatoire pour démontrer sa propriété sur un autre actif. Ce qui est le cas là. Voilà, ce qui est le cas là, ce qui peut être le cas dans des systèmes comme Reality, qui tokenise de l'immobilier. Exactement, dans tous les systèmes de tokenisation. Dans ces cas-là, pour moi, l'analyse la plus pertinente, c'est de considérer qu'on n'est pas sur un actif numérique et qu'on est sur le sous-jacent. Pour plein de raisons. Déjà, parce que c'est plus logique juridiquement, parce que sinon, ça créerait des inégalités entre la personne qui détient un actif via une boîte de tokenisation et celle qui la détient en direct, des différences fiscales qui seraient assez peu justifiées. Donc ça, c'est l'analyse la plus pertinente à mon avis. Le problème, c'est que ça génère beaucoup de friction. En France, on a décidé de neutraliser les échanges crypto-crypto pour se dire, voilà, on essaie de faire simple et on simplifie la vie de tout le monde, des contribuables et de l'administration. Là, on perd cette simplicité si on considère que ces types d'actifs sont plus des cryptos, puisque du coup, quand on les achète généralement en crypto, on génère une cession imposable, puisqu'on cède de la crypto contre autre chose que de la crypto. Et quand on les vend, on doit appliquer un autre régime. Si on les vend en crypto, il faut réarticuler avec le régime des cessions d'actifs numériques. Donc, en pratique, c'est compliqué d'appliquer cette analyse très fine. Sur la question des revenus, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les revenus passifs. En principe, si c'est des intérêts d'une obligation, il y a un régime fiscal qui existe pour les intérêts d'une obligation. C'est d'ailleurs une flat tax, qui n'est pas la même flat tax, mais qui est à 30% pareil, avec option pour le barème de possible. Et on revient sur le problème de l'articulation avec le régime des cryptos. Si cet intérêt est versé en crypto, en fait, on doit déclarer un intérêt, la valeur en euros de l'intérêt. On est fiscalisé même si les cryptos ne sont pas cédés. Et ensuite, on applique le régime des cessions d'actifs numériques quand la crypto perçue au titre du paiement de l'intérêt est cédée en fiat, quoi. Alors le problème que je vois, c'est qu'en fait l'intérêt, il est cédé finalement, il est redistribué tous les jours finalement. Ouais. Donc c'est-à-dire que tous les jours, soit tu t'amuses à faire le calcul encore une fois, soit tu passes par une solution qui te permet de le faire de façon automatisée, parce que sinon en fait c'est injouable, à moins que ce soit vraiment ton métier. Ouais, c'est compliqué. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui, à mon avis, a poussé les députés à retirer leur amendement sur le staking, parce que le sujet est le même, hein, sur le staking, ça peut être versé toutes les 10 minutes. Tout à fait, ouais. Voilà. C'est de réfléchir justement à des modalités plus praticables pour le contribuable. Et donc peut-être tolérer une valorisation hebdomadaire ou mensuelle de la totalité de ces rewards, pour que ce soit un peu plus simple. Ce sera toujours contraignant de devoir, je sais pas, tous les derniers dimanches de chaque mois, devoir valoriser tous ces rewards, mais ça le sera beaucoup moins que de le faire tous les jours, voire toutes les heures. Tu penses qu'on va se diriger là-dessus, justement, vers des déclarations plus ponctuelles, peut-être mensuelles ou bi-hebdomadaires? Je pense que c'est une des pistes qui serait la plus intéressante pour mettre en œuvre le principe qui est qu'on fiscalise un revenu au moment où on le perçoit et que le fait qu'on le perçoive en crypto change rien à ça. Et pas trop imposer d'obligations contribuables. Après, pour que ça fonctionne bien, il y a encore plein de choses à changer parce que le fait d'avoir des revenus passifs en crypto pose des problèmes d'application du régime des cessions d'actifs numériques. J'en vois deux. On l'a vu tout à l'heure, on n'est pas libre de déduire son investissement quand on le veut, de la cession qu'on le décide, qu'on a choisi. Et donc, ça peut poser des difficultés parce que, imaginons que j'ai acheté 10 000 euros de crypto, que mon portefeuille vaut aujourd'hui 90 000 euros. Si je reçois 10 000 euros d'intérêt, du coup, j'aurai 10 000 euros d'intérêt à déclarer en revenu. Et mon portefeuille, il sera le suivant. 20 000 euros d'investissement, mes 10 000 euros d'achat et les 10 000 euros d'intérêt.
et une valeur de 100 000 euros. Donc si je reçois 10 000 euros d'intérêt et que je décide de les vendre pour pouvoir payer l'impôt, je vais non seulement générer 30% de 10 000 euros au titre du revenu d'intérêt, et en plus, au titre de la cession, je vais générer une plus-value de cession puisqu'elle est calculée par rapport au portefeuille global. Et donc, dans mon exemple, 20 000, 100 000, ma plus-value est encore de 80%. J'aurai 8 000 euros de plus-value imposable à 30%. Donc, sur cette perception de 10 000 euros, puis cession de 10 000 euros de crypto, je vais générer 5 400 euros d'impôt. Et donc, il y a un côté aussi problématique à forcer les gens à fiscaliser une plus-value qui est latente pour s'acquitter de l'impôt. Donc ça, c'est un point qui pourrait être réglé aussi. Il y a des pistes qui sont envisagées. Et l'autre point, on l'a vu aussi, c'est l'impossibilité d'imputer ces moins-values sur d'autres types de revenus ou, à minima, les reporter sur l'année suivante. Parce que là, on voit bien que si je génère un revenu de 10 000 euros et qu'ensuite ça perd de la valeur et que je suis forcé de vendre, donc potentiellement de constater une moins-value et que je ne peux pas l'imputer, ça pose des problèmes d'équité et de justice fiscale. Ouais, complètement. Ce que tu disais, effectivement, c'est qu'on ne peut pas cloisonner un peu les différents postes d'investissement dans la crypto. Justement, ils sont cloisonnés un petit peu et que tu ne veux pas tout rassembler et impacter, par exemple, les moins-values sur des plus-values. Voilà, exactement. Après, je pense qu'une des solutions, la solution qui sera retenue ne sera jamais de permettre l'imputation de moins-value crypto sur d'autres types de revenus, même si c'est des revenus payés en crypto. À minima, crypto, tu vois, par exemple, si je fais des plus-values en stacking, que ça puisse être compensé par mes moins-values en crypto sur cette année. Ouais, mais ça implique de compenser différentes catégories de revenus, c'est ça le problème. Parce que le staking, ça restera un revenu non commercial, donc une catégorie particulière. Par contre, ce qui serait possible, et ce qui se défendrait totalement, serait de permettre aux gens de reporter leur moins-value sur des plus-values de l'année suivante. Parce qu'aujourd'hui, si en 2023, je fais 50 000 euros de moins-value sur les cryptos et qu'en 2024, je fais 5 000 euros de plus-value, et ben mes 5 000 euros de plus-value vont être imposés à 30%, alors que sur 2 ans, j'ai perdu 45 000 euros. Ouais. Donc il y a quand même un côté injuste là-dessus, et je pense que c'est une des solutions qui pourrait être envisagée. Complètement, surtout qu'on connaît le caractère cyclique des cryptos jusqu'à maintenant. Exactement. Ouais. Parlons aussi des NFT. C'est quoi la fiscalité aujourd'hui pour les NFT? Quand je parle de NFT, je parle surtout de PFP, donc ça peut être des Bored Ape. Bon, en général, les gens n'ont pas de Bored Ape, mais ça peut être des NFT qui représentent des visages, voilà, des singes, des pingouins, de tous les animaux qu'on veut. Ouais. Là, c'est un peu, c'est un peu comme les actifs tokenisés. Il y a le côté juriste où on essaie de regarder la loi la plus pertinente à appliquer, et après, il y a le côté pratique pour voir ce qu'il est possible de faire. Une chose est sûre, c'est que des personnes qui font de l'investissement sur des NFT de faible valeur, où les montants en jeu ne justifient pas de se prendre la tête des heures et des heures sur le régime fiscal, à mon avis, ces personnes peuvent, sans prendre trop de risques, les considérer comme des actifs numériques et donc les traiter comme n'importe quelle autre crypto. Pour les personnes qui ont des NFT d'une valeur plus importante, qui présentent des caractéristiques notamment artistiques ou un intérêt historique parce que c'est un CryptoPunk, c'est la première collection, eux, ils peuvent se poser la question et à mon avis, il y a 3 qualifications qui sont en jeu. Soit on considère que c'est un actif numérique, mais on rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur les actifs tokenisés. À mon avis, ce qui compte, c'est pas le RC721, c'est pas le jeton qu'on a, c'est ce que ça représente. Donc cette qualification, elle me semble assez peu adaptée, même si elle est tolérée, encore une fois, je pense, fiscalement. Soit on est sur, potentiellement pour certains NFT artistiques, un objet d'art. L'objet d'art n'est pas défini en droit interne français, il est défini en matière de TVA, mais pas pour le régime des plus-values. Donc ça, c'est une qualification dans certains cas qui peuvent se défendre. Si vous avez acheté le Beeple et que ça a été revendu 70 millions d'euros, on peut légitimement penser que la personne qui a mis 70 millions d'euros pour l'acheter, c'est tout simplement parce qu'elle considérait que c'était un objet artistique. Donc ça peut se défendre, mais c'est pas du tout acquis encore. Et la catégorie balai, à défaut d'être un actif numérique ou un objet d'art ou de collection, on sera sur un régime balai d'imposition des plus-values, qui est celui qui s'appliquait aux cryptos avant qu'on ait un régime dédié en 2019. Donc c'est un régime qui prévoit un taux de 36% d'imposition sur la plus-value, mais qui prévoit, et ça c'est un point important, l'exonération des plus-values si la cession est d'un montant inférieur ou égal à 5 000 euros. Donc c'est quand même un point très très intéressant.
Le seul problème avec ce régime, c'est qu'on a de la friction au moment de l'achat du NFT. Les NFT, on les achète en crypto. Si on considère que le NFT n'est pas une crypto ou un actif numérique, le fait d'acheter le NFT va déclencher une cession imposable d'actifs numériques. Ok, très clair. On peut parler aussi d'un dernier produit, entre guillemets, c'est le crédit lombard. Donc en gros, pour l'expliquer simplement, c'est j'ai des cryptos, je vais les poser en collatéral et en échange, je vais emprunter des fiat, donc ça peut être des euros, des dollars. Donc l'intérêt, c'est que je continue à être en crypto, mais je dispose de liquidités à court ou moyen terme. Et donc je rembourse des intérêts parce que finalement la plateforme en question va me prêter de l'argent. Donc il y a pas mal de plateformes qui font ça. Est-ce que ça aujourd'hui, ça fonctionne? Est-ce que c'est une zone grise? Aujourd'hui, à ce niveau-là, sur le plan fiscal, il y a deux écueils. Bon, les gens qui font ça, généralement, c'est pour dégager de la liquidité, Ouais. pour pouvoir dépenser sans générer de cession imposable. Il y a 2 points, à mon avis, critiques qui peuvent générer de l'imposition. Le premier, il est évident, mais pas pour tout le monde. C'est que si on emprunte des cryptos en collatéralisant des cryptos et qu'on dépense les cryptos empruntés, ça reste une cession de crypto sur le plan fiscal. Donc peu importe que les cryptos qu'on dépense soient empruntés ou pas, ça reste une cession imposable. Donc déjà, à ce niveau-là, on n'a pas le but recherché. Euh, En revanche, si on emprunte du fiat en collatéralisant des cryptos, le fait de dépenser le fiat emprunté ne sera pas une cession imposable de quoi que ce soit, hein. Et donc là, ça peut permettre de remplir l'objectif. Parce que le premier cas, c'est quoi la différence avec le premier cas, pardon? Le premier cas, on emprunte des cryptos en Ah oui, si j'emprunte collatéralisant des des cryptos, cryptos, oui, voilà, d'accord, oui. via souvent Oui, des oui. protocoles décentralisés, c'est que de l'empreinte crypto. Si on emprunte du fiat en collatéralisant des cryptos, il faut passer par un intermédiaire centralisé et il y en a tout de suite beaucoup moins. Mhm. Mais au moins, ça permet de remplir l'objectif. Mais même dans ce cas-là, il y a un risque de cession dans cette histoire si le régime juridique du collatéral est un régime qui entraîne un transfert de propriété. Euh, Il y a certains régimes, là c'est du droit civil, où le collatéral est transféré euh, au prêteur. Et dans ce cas-là, ce transfert de propriété pourrait être assimilé comme une cession imposable par le fisc, qui considère que le prêt d'actifs numériques, dans la mesure où il entraîne un transfert de propriété des actifs numériques, est assimilé à une cession. Donc, pour avoir quelque chose de très clean et avoir le but recherché, c'est-à-dire euh, faire levier sur son capital crypto pour dégager des liquidités, il faut déjà emprunter en fiat et ensuite s'assurer que le régime juridique du collatéral n'entraîne pas un transfert de propriété de ce collatéral. D'accord. Et pour revenir sur le premier cas, c'est-à-dire que si tu mets des cryptos en collatéral, donc sur un protocole type AAV par exemple, pour emprunter une autre crypto, donc typiquement je stack des Ethers pour emprunter de l'USDC, là on est d'accord qu'il y a imposition, tu disais, ou Non, là, il n'y a pas il n'y a pas d'imposition. d'imposition? Oui, Non. d'accord. C'est si on dépense ensuite les cryptos empruntés que là, il y a une cession. D'accord, oui, si Voilà. tu dépenses dans la vraie vie, Voilà. parce qu'il y a un fait générateur qui est... Exactement. D'accord, très clair. Voilà, non, mais je parlais vraiment du cas où la personne veut dégager des liquidités pour les dépenser, Ouais. pour les investir ailleurs. Mais effectivement, si c'est que crypto, qu'il n'y a pas de dépenses, qu'on reste dans la crypto, il n'y a pas d'imposition. D'accord. Je voudrais qu'on parle aussi maintenant des conditions de requalification en trader qualifié. On sait qu'en France, c'est quelque chose qui est assez subjectif, hein. Il n'y a pas de vraies conditions noir sur blanc avec des vrais chiffres. C'est-à-dire qu'au-delà de tel volume de trading ou au-delà de tel nombre de trades, tu deviens un trader qualifié. C'est un peu sujet à interprétation. Ouais, effectivement. Après, la situation a été pas mal clarifiée quand même. Elle a été clarifiée parce que maintenant, c'est inscrit noir sur blanc dans la loi que le critère, c'est... alors ça va pas plus parler, mais celui des conditions analogues à celles d'un professionnel. On va considérer que quelqu'un peut être requalifié s'il exerce l'activité d'achat-vente d'actifs numériques dans des conditions analogues à celles d'un trader professionnel. Et donc, sur le papier, c'est pas beaucoup plus clair. Là où c'est plus clair, c'est que ce critère, il est appliqué en matière boursière depuis plusieurs années, voire dizaines d'années. Et donc, on a un peu de recul. Il y a de la jurisprudence sur le sujet. Pour être qualifié, ça implique la réunion de 2 critères. Un critère lié à l'ampleur des opérations et un second critère lié à la sophistication des moyens. Sur le côté ampleur, ce que va regarder l'administration fiscale, c'est le niveau des volumes par rapport au capital investi, pour voir si le capital tourne beaucoup, le nombre de trades, pour voir si il implique nécessairement de consacrer un temps significatif à cette activité. Et sur le côté sophistication,
Et là, c'est un peu plus compliqué qu'en matière de trading, parce qu'on va regarder normalement les outils utilisés. Et en crypto, il y a pas mal d'outils qui sont en libre accès, quoi. Je pense à certains effets de levier assez importants, certains outils de couverture. Et donc, on a un peu une confusion entre les outils pro et les outils grand public. Mhm. Donc, ce qui va jouer, à mon avis, c'est le niveau de sophistication de l'approche, euh, les compétences, voir si la personne a une formation en matière financière, si la personne a développé des algorithmes de trading avec des paramètres très précis, ça peut jouer. Voilà, c'est tout un tas de critères pour caractériser le caractère sophistiqué de l'activité. Une chose est sûre, c'est que cette requalification, elle concerne une très infime minorité de personnes. C'est quoi, c'est moins de 0,1%? Bah, c'est dur à dire, mais c'est quand même quelque chose de très exceptionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit aussi noir sur blanc dans la doctrine administrative. Donc quelqu'un un vérificateur des impôts qui va faire un contrôle, il va regarder la doctrine administrative, c'est-à-dire la loi fiscale telle qu'interprétée par l'administration fiscale, et il est indiqué que c'est un cas exceptionnel, que le principe, ça reste le régime des cessions d'actifs numériques dont on a parlé. Ok. Et par exemple, quelqu'un qui, tu vois, je sais pas, gagne 3 000 euros par mois et avec les cryptos à côté, eh bien, à son travail, hein, donc il a un job en CDI à 3 000 euros par mois et après il gagne l'équivalent de 10 000 euros par mois en moyenne grâce au trading. Est-ce qu'il peut être requalifié de trader pro parce qu'il gagne beaucoup plus avec le trading alors que c'est pas son activité à laquelle il consacre le plus de temps, même si tu vois c'est un trader sur son temps libre, il va faire pas mal de trading quand même. Ça peut être un indice qui peut attirer l'attention du vérificateur, mais d'un point de vue juridique, c'est jamais suffisant en fait le montant des plus-values réalisées. Et c'est pas super pertinent finalement le montant des plus-values, parce que quelqu'un, je sais pas, qui a acheté 5 000 euros de Bitcoin en 2012, aujourd'hui, il faut beaucoup travailler pour avoir le même montant que la plus-value qu'il aurait réalisée en 2024. Quoi. Ouais. Donc il fera une plus-value monstrueuse avec des revenus professionnels potentiellement beaucoup plus faibles, et il n'y aura aucun sujet finalement, il n'a pas déployé d'activité. Alors que quelqu'un qui génère 15 000 euros de profit par an, mais qui passe sa journée à faire du day trading, lui sera plus à risque, carrément. Donc le montant n'est pas forcément significatif. Ok. Et si je passe par exemple, ça arrive de plus en plus, hein, si tu as envie d'investir dans un fonds d'investissement qui te dit en fait, voilà, tu gardes la custody des fonds sur un exchange, donc par exemple sur Coinbase, le fonds d'investissement va te dire donne-moi ta clé API de l'exchange pour que je puisse trader avec. Et donc il va y avoir plein de trades qui vont être faits sur ton compte, en ton nom, alors que tu as délégué en fait la gestion à un fonds. Est-ce que là, en l'occurrence, tu peux avoir un risque de requalification ou pareil, c'est pas du tout. Non, là-dessus, ça limite, ça réduit le risque. Parce que, alors, sous réserve de pouvoir démontrer que tu as délégué. Voilà, que les trades n'ont pas été réalisés personnellement. Mais si c'est délégué, en fait, il n'y a plus du tout de côté actif dans l'activité. Donc, il n'y a aucun risque d'être qualifié sur ces trades. Quoi. Ok. Maintenant, peut-être parler de la déclaration des comptes à l'étranger. Déjà, un peu, tu peux expliquer comment ça se passe cette année. Je crois que ça a un peu changé, non ? Ouais, exactement. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de la déclaration des cessions, mais les gens qui ont fait 0 cession imposable en 2023 vont quand même avoir une déclaration à faire s'ils ont un exchange, une plateforme d'échange d'actifs numériques. Ou même une néobanque étrangère, d'ailleurs. Ouais, je pensais que tu parlais N26, cryptos, Revolut. mais effectivement, si la personne a soit un compte bancaire, soit un compte financier, soit un compte d'actifs numériques domicilié hors de France, il y a une déclaration à faire. Bancaire, ça va être les néobanques. Financier, ça va être tous les brokers de Giro, Trade Republic, Admiral Market, voilà. Ce type de compte. Et actifs numériques, c'est les comptes... alors, il y a une précision, c'est les comptes custodiales, c'est-à-dire les comptes auprès de sociétés qui conservent habituellement en dépôt des actifs numériques. Donc, ça n'inclut pas les wallets privés, quoi, les MetaMask, enfin tous les outils logiciels qui permettent de détenir des clés privées ne sont pas concernés, il ne faut pas déclarer son ledger. Pas encore. Pas encore, voilà, mais c'est sur la table. Et ça n'inclut pas non plus des brokers qui fournissent pas de conservation. Et il y en a quand même quelques-uns. Voilà. Pour ces comptes, il faut les déclarer chaque année, jusqu'à l'année de fermeture. Donc si je les ferme en 2023, je dois quand même le déclarer en 2024, je ne le déclarerai pas en 2025. Et la déclaration est assez simple, même si ça peut être long s'il y a beaucoup de comptes, mais il suffit de déclarer la date d'ouverture du compte, les références du compte, le nom de la société et l'usage du compte. Est-ce que c'est à titre personnel ou professionnel ? Mais c'est quelque chose d'assez rapide généralement.
Et admettons que, par exemple, j'ai créé un compte il y a quelques années, je l'ai jamais déclaré. On est d'accord, vaut mieux maintenant, trop tard que jamais, et de commencer à le déclarer, parce que je pense que les gens, peut-être par flemme ou par peur, peuvent se dire: «Ah bah non, je ne l'ai pas déclaré à temps quand il avait été créé, donc je le passe un peu sous le tapis en Ouais. espérant que ça ne se verra pas». Et d'ailleurs, il y a quand même pas mal de risques. Est-ce que tu peux peut-être d'ailleurs rappeler les risques de ne pas déclarer un compte à l'étranger? Ouais, c'est important de déclarer au plus vite parce que, en fait, il y a 2 types de sanctions. Les sanctions pour les défauts de déclaration des comptes bancaires et celles pour les défauts de déclaration des comptes d'actifs numériques sont pas les mêmes. Mhm. Pour les comptes bancaires, les sanctions sont vraiment très, très dissuasives. On a 1 500 € d'amende par compte non déclaré et par année, l'amende peut être augmentée dans certains cas. On a une extension, du délai de contrôle de l'administration à 10 ans au lieu de 3 ans, sur les fonds qui sont passés par ce compte, et on a potentiellement une pénalité de 80% des droits, en fait, de l'impôt qui est dû au titre de fonds ayant transité sur un compte étranger non déclaré. Donc ça, c'est assez dissuasif. Pour les comptes d'actifs numériques, on n'a que l'amende pour l'instant, et elle est de 750 € par compte non déclaré. Elle peut être doublée si les montants sur le compte sont supérieurs à 50 000 €. Mais sur l'extension du délai de contrôle et sur les pénalités, on n'a pas encore ces sanctions. En revanche, tu as dû le voir, le ministre de l'économie a fait des déclarations à la presse il y a très peu de temps. Et une des pistes pour accentuer le contrôle des contribuables qui disposent de crypto, c'est d'étendre ces sanctions aux comptes d'actifs numériques. Et d'ailleurs, ouais, pour revenir sur ces stats, je crois qu'on parlait la BCE estimait qu'il y avait 5 millions de Français qui utilisaient les cryptoactifs. Donc normalement, on est censé avoir 5 millions de Français qui déclarent euh, dans leur déclaration d'imposition avoir un compte au moins à l'étranger. Et finalement, je crois qu'il n'y en avait que 150 000, quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai que les chiffres, je les avais pas en tête, mais j'avais été assez impressionné par la différence. Euh, Après, c'est vrai que c'est une différence importante, mais est-ce que c'est significatif? On peut pas tellement en déduire quoi que ce soit, quoi. Bien sûr. Ça se trouve, on a 95% de holders qui font jamais de trade en fiat, et donc Oui. c'est cohérent. Qui Ou ont ça se reçu un trouve, airdrop. voilà, c'est ça. Peut-être qu'on a que des gens qui ont des comptes exchange en France. Peut-être qu'on a que des gens qui ont investi, je sais pas, 150 €. J'ai des gens dans ma famille qui sont assez éloignés de la chose, mais qui ont quand même ouvert un compte Coinbase pour tester et qui ont mis 100 € dessus. Voilà, on ne sait pas vraiment si ça traduit une volonté d'éluder l'impôt ou pas. Mhm. Et ça traduit sûrement une chose, c'est la complexité du régime fiscal qui est vraiment un enfer à mettre en œuvre. Ouais. Et c'est vrai que peut-être les gens jusqu'à maintenant se disaient bon bah pas vu pas pris, ça peut être simple de gruger entre guillemets. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça fonctionne aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est entre la communication entre l'État et les exchanges et les néobanques? Bah, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que on est à une époque où les données sont accessibles seulement sur demande. Donc en fait, le côté ce qui se passe sur les exchanges, ça va rarement être ce qui va déclencher un contrôle. En revanche, les données des exchanges sont à disposition de l'administration si elle le demande. Et on va passer à une époque où le fisc aura un monitoring complet sur les plateformes d'échange, et pourra faire des contrôles de cohérence assez simples entre ce qui a été déclaré et ce qui s'est passé sur la plateforme. Donc il y aura plus du tout... le risque sera plus du tout qu'au moment du passage sur le compte bancaire. Le risque, il sera permanent, quoi. Donc il y aura un intérêt... Enfin, une incitation quand même assez pressante à se mettre en conformité au niveau de ces déclarations fiscales, quoi. Est-ce que tu crois que d'ailleurs l'État interagit avec ces exchanges, enfin peut-être à terme via API? C'est-à-dire, je m'explique, je suis l'État, j'ai un doute sur un contribuable. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une notification via API en fait à tous les exchanges pour leur demander est-ce que vous avez un compte de cette personne-là dans votre historique, dans votre base de données? Alors, non, je pense pas. En fait, le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème. Mhm. C'est qu'il y a on est dans un état de droit et il y a des procédures assez lourdes Mhm. qui garantissent, voilà, le respect des droits aussi. Et donc, ça évite d'avoir une totale efficacité dans le cadre du contrôle, mais ça permet de garantir les droits de chacun. Mais donc, en France, ça passe par l'envoi de courrier. Et quand c'est à l'étranger, parfois, ça peut être beaucoup plus long parce que
Le fisc est aussi tributaire du droit local. Et donc, dans certains pays, une entreprise privée ne peut être forcée de communiquer des données que si on a une autorisation d'un juge. Donc, parfois, ça peut amener l'administration à aller plaider son dossier devant un juge étranger. Donc, les procédures sont assez lourdes. On est assez loin encore de l'automatisation totale, du Big Brother total. Mais avec les déclarations spontanées, il n'y aura pas forcément d'échange, mais il y aura une fourniture spontanée des infos par les plateformes d'échange selon un format de données qui sera imposé, un standard entre tous les États participants à cet échange automatique d'informations. Donc ça va quand même permettre d'industrialiser en fait l'étude des informations en matière de crypto, quoi, et leur corroboration avec les déclarations fiscales. Parce qu'à date, par exemple, c'est quoi les recours de l'État pour voir si telle personne a un compte Coinbase si la personne n'a pas déclaré son compte Coinbase? C'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas de fichier qui centralise les comptes. Les plateformes d'échange n'ont pas l'obligation de les déclarer. C'est pas comme en matière bancaire où les intermédiaires bancaires ou financiers doivent déclarer aux administrations qui tiennent des fichiers à jour sur tous les comptes bancaires que tu as. Là, on n'a pas l'équivalent, donc généralement, ça va être déduit de ce qui est constaté sur le compte bancaire. Si un dépôt sur Coinbase ou un retrait depuis Coinbase, ils vont en déduire que tu as un compte là-bas, ce qui n'est pas forcément le cas. Ça peut être un ami qui t'a fait un virement, mais c'est plutôt comme ça que ça marche actuellement. Ça va changer avec l'échange automatique d'informations. Et en général, à quel moment ça passe de A, l'État a déclaré quelque chose, à constater quelque chose, à ça passe en contrôle fiscal, toi, de ton expérience C'est assez dur de savoir ce qui se passe en interne de leur côté. Pour le contribuable, ça commence par un courrier, généralement postal, en recommandé. Il faut surveiller sa boîte aux lettres, qui est un avis de vérification, où il est expliqué que la personne va être contrôlée sur telle et telle année. En principe, c'est 3 ans. Ça peut être moins. Et ensuite, c'est une procédure, le contrôle fiscal, quand il est sur place, ce qui est le plus souvent le cas en matière de crypto. C'est une procédure qui peut durer plusieurs mois et au cours de laquelle il va y avoir pas mal d'échanges, en fait, écrits et oraux avec le vérificateur. Et le vérificateur va tout analyser, donc ça va partir des comptes bancaires, il va faire des droits de communication auprès des intermédiaires, et il va demander à chaque fois au contribuable de s'expliquer sur les flux constatés. Et de cette manière, en fait, il va se forger une opinion sur le caractère imposable ou pas des sommes, sur la bonne foi du contribuable. Et ça va aboutir sur ce qu'on appelle une proposition de rectification, c'est-à-dire un courrier dans lequel le vérificateur expose les raisons factuelles et juridiques qui le conduisent à réclamer un supplément d'impôt et potentiellement à appliquer telle ou telle pénalité et telle ou telle amende fiscale. Et là, il y a toute une autre procédure pré-contentieuse, puis contentieuse qui s'ouvre pour contester les montants arrêtés par le vérificateur. Ok. D'ailleurs, c'était arrivé déjà de traiter les intérêts de clients qui n'avaient plus les moyens de rembourser le fisc par rapport à l'amende qui leur avait été donnée après coup. Ça peut arriver. Après, l'essentiel des clients soutiennent qu'ils n'ont plus les moyens, en tout cas, ça, c'est sûr. Après, on ne peut pas vérifier si c'est vrai ou pas, quoi. Mais ça arrive souvent que les personnes n'aient plus les moyens ou plus l'envie. Pratiquement, l'envie, déjà, c'est assez rare. Souvent, c'est des personnes qui ont les moyens, mais qui ont des actifs qui ne sont pas liquides. Donc, ils sont forcés de faire des cessions, pas forcément à des moments opportuns, pour régler les impôts supplémentaires. Ok. Et toujours en parlant de risque, c'est quoi le risque si je déclare mal mes plus-values lors de ma déclaration ? En fait, ça dépend vraiment du contexte. Le risque, principalement, il est mesuré par rapport aux pénalités qui sont susceptibles de s'appliquer. Parce qu'évidemment, un des risques principaux, c'est tout simplement un redressement, mais c'est pas un risque, puisque le redressement seulement vous demande de payer ce que vous auriez dû payer et que vous n'avez pas payé. Par contre, le redressement, il peut être assorti de plusieurs types de pénalités, en plus des intérêts de retard. Les intérêts de retard, c'est quasiment systématique, mais ils sont de 0,2% par mois de retard, ce qui n'est pas très élevé vu l'inflation, ça fait 2,4% par an, mais il faut en tenir compte. Et en plus de ces intérêts de retard, il y a généralement 3 types de pénalités, selon le comportement du contribuable.
si on considère que c'est quelqu'un qui s'est inscrit dans ce qu'on appelle des manœuvres frauduleuses, c'est-à-dire qui a mis en place des actions visant à dissimuler les fonds, dans ce cas-là, les pénalités peuvent être de 80%. Pire encore, et ça c'est un truc que les gens ne savent pas trop, si la personne fait ce qu'on appelle une opposition à contrôle fiscal, c'est-à-dire par exemple qu'elle fait le mort ou alors qu'elle fait en sorte de faire obstacle au contrôle, les pénalités peuvent être de 100%, c'est-à-dire qu'on double le montant de l'impôt qui est réclamé. Donc ça, c'est dans les cas les plus graves. Ce qu'on voit plus souvent, c'est plus des pénalités de 40% qui sont applicables quand le fisc démontre que le manquement, l'omission déclarative était délibérée. Donc ça implique de démontrer que la personne avait connaissance ou ne pouvait ignorer ses obligations et qu'elle les a omises sciemment. Voilà, là on est sur 40%. Et à défaut, si le fisc considère que c'est une erreur commise de bonne foi, les pénalités sont de 10%. Donc voilà, le risque il est entre 10 à 100% des droits supplémentaires, quoi. Ouais, donc c'est assez large. Et d'ailleurs, pour venir sur ce dont on parlait tout à l'heure, le calcul de la plus-value, c'est vrai que il est toujours possible de ne pas prendre en compte en fait, tes investissements initiaux et en fait juste payer la flat tax sur, sur la cession et c'est tout. Ouais, effectivement. Il y a certaines personnes qui ont une valeur de portefeuille qui est tellement importante par rapport à l'investissement initial, qui considèrent que c'est plus simple pour eux de déclarer des chiffres aléatoires sur leur déclaration d'impôt, de sorte à ce qu'il y ait la totalité du montant de leur cession qui soit imposé à 30%. Alors ça, c'est des personnes qui ont vraiment un montant super important et des historiques compliqués à reconstituer, donc pour qui ça prendrait des heures de retrouver la valeur globale du portefeuille ou le prix d'acquisition. Soit c'est des personnes aussi qui trouvent que c'est beaucoup trop attentatoire à leur vie privée de devoir déclarer la totalité d'un patrimoine en crypto pour imposer une cession qui est parfois d'un montant dérisoire. Et donc, ils font le choix de fiscaliser la totalité de leur cession sans imputer l'investissement initial. Ok, ouais, c'est intéressant, effectivement. Pour revenir maintenant sur un autre sujet, peut-être, c'est l'expatriation. Est-ce que, j'imagine que c'est quelque chose d'assez cyclique qui dépend des bull markets. Tu en as vu passer beaucoup, par exemple, en 2017, en 2021. Ouais, c'est très cyclique. C'est très cyclique. Et il y a pas mal de gens en début de bull market qui ont le projet de s'expatrier et le projet est avorté en raison des cours, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, il y a plein de choses à gérer. Le premier sujet, c'est quand même de sécuriser ses gains, quoi. Après, sur l'expatriation, c'est quelque chose qu'on voit. Après, c'est pas non plus, il n'y a pas des vagues de départ massifs, mais pour certains profils, c'est quelque chose qui est assez simple. Enfin, il faut bien inventer que l'expatriation, c'est pas que fiscal. Le premier impact, il va être au quotidien, dans la vie de tous les jours. Et souvent, les profils qui sont les plus expatriables, quoi, ça va être des personnes célibataires ou en couple mais sans enfants, avec la possibilité de travailler de n'importe où et pas d'ancrage patrimonial ou familial en France. Donc plutôt des jeunes. Et sur ce côté, il y a pas mal d'éléments à prendre en considération. Il y a pas mal de légendes autour de l'expatriation. On entend souvent qu'il suffit de passer plus de 6 mois hors de France pour ne plus être résident fiscal français. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plein de paramètres qui sont pris en compte. L'administration fiscale regarde ces sujets assez sérieusement. Donc c'est pas des sujets à prendre à la légère, surtout si les enjeux financiers sont importants. Une chose est sûre, c'est que des gens qui s'expatrient pour cash out des cryptos, en fait, ils ont encore la possibilité de le faire. Ce sera peut-être pas toujours le cas, tout simplement parce que le dispositif qui visait à empêcher ça en matière d'action, qui s'appelle l'exit tax, n'est pas encore étendu au patrimoine crypto. Donc c'est toujours possible. Le jour où l'exit tax serait étendu aux crypto, ça aura beaucoup moins d'intérêt puisque ce dispositif prévoit qu'en fait, en cas de transfert de résidence fiscale hors de France, les plus-values sur titre, là du coup, les plus-values latentes sont figées. Si les titres sont cédés dans un certain délai suivant le départ, la France conserve le droit d'imposer une partie de ces plus-values latentes. Donc c'est pas encore le cas pour les cryptos, mais c'est un truc à surveiller pour ceux qui pensent s'expatrier, quoi. Et tu penses que c'est d'ailleurs dans les tuyaux Je sais pas du tout. C'est quelque chose qu'on pense dans les tuyaux depuis longtemps, pas mal d'années, mais ça peut durer encore longtemps. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Déjà, est-ce que tu pourrais définir le principe de résidence fiscale ? Qu'est-ce qui fait que tu es résident fiscal français ou d'un autre pays ? En général, je crois que c'est
le temps passé, hein, plus de 6 mois dans l'année, peut-être où se trouve ta famille, ce genre de choses, et ton travail peut-être. Ouais, bah, il y a plein de critères. En fait, la résidence fiscale, il y a deux niveaux. On la détermine déjà en droit local, donc en droit français, là, en l'espèce, hein. Et ensuite, si on a un conflit de résidence, parce qu'il y a deux États qui considèrent la personne résident dans son droit interne, on regarde ce que prévoit, si elle existe, la convention fiscale entre les deux États concernés. En interne, en France, il y a trois critères qui permettent de rattacher la personne fiscalement à la France. Il suffit que l'un de ces critères soit coché pour que la personne soit considérée comme résidente. Soit c'est un critère d'ordre personnel, si la personne a son foyer d'habitation en France, c'est-à-dire le lieu où elle a l'essentiel de ses attaches, son QG, son domicile principal, si elle a des enfants, le lieu où sont scolarisés ses enfants, vraiment son foyer. Si elle n'a pas son foyer en France, une personne peut être considérée comme résidente fiscale française si elle exerce en France son activité professionnelle principale. Donc quelqu'un qui habite en Belgique mais qui travaille l'essentiel de son temps en France va être considéré comme résident fiscal en droit interne français. Et si elle ne travaille pas en France et qu'elle n'a pas de foyer en France, elle peut quand même être considérée comme résidente fiscale en France si elle a en France le centre de ses intérêts économiques, c'est-à-dire si elle tire de sources françaises l'essentiel de ses revenus. Donc on peut imaginer une personne qui a pas mal de patrimoine immobilier, qui lui génère beaucoup de revenus, ou quelqu'un qui a des actions dans des sociétés françaises qui génèrent beaucoup de dividendes. C'est ce type de revenus qu'on va prendre en considération. Après, si une personne est considérée comme résidente fiscale en France et dans un autre pays, par exemple en Belgique, on va trancher le conflit de résidence en regardant la convention fiscale. Et là, dans ce contexte, on a des critères généralement qui sont successifs, c'est-à-dire si le premier permet de résoudre le conflit, on ne regarde pas les autres. Et généralement, les premiers critères, ça va être le foyer d'habitation permanent ou le centre des intérêts vitaux. Donc en fait, dans les États, si on va dans un État avec lequel la France a une convention fiscale, le point qui va être crucial, ça va être le lieu du foyer d'habitation permanent, quoi. Il faut vraiment qu'on ait hors de France son point d'ancrage le plus significatif. Donc partir 8 mois dans un Airbnb hors de France, ça ne va pas être considéré comme un foyer d'habitation permanent, parce qu'on est dans un cadre précaire, c'est temporaire. Et même si on a passé plus de 6 mois hors de France, le foyer sera quand même resté en France. Donc c'est vraiment le caractère permanent de l'installation à l'étranger qui est souvent déterminant. Ok. Et alors, pour venir justement sur l'expatriation, il y en a, j'imagine, qui ont opté pour cette expatriation fiscale. Alors, c'est quoi un peu d'ailleurs les pays tendants? J'imagine qu'il y avait Portugal, l'île Maurice, Dubaï, d'autres pays peut-être. Ouais. Et que s'ils reviennent après 2-3 ans, est-ce que dit l'administration fiscale? Est-ce que leur dit, les gars, vous déconnez, genre vous êtes partis 2-3 ans pour exonérer vos plus-values, maintenant que la fête est finie, que c'est le bear market, vous revenez? Comment ils se font traiter entre guillemets par l'administration fiscale, ces personnes-là? L'essentiel dans ces cas-là, c'est d'avoir beaucoup de documentation sur ce qui s'est passé à l'étranger et sur son lieu de vie. C'est super important de conserver beaucoup de preuves parce que c'est vraiment un point qui peut paraître dérisoire, mais finalement, ces sujets, ils sont in fine tranchés par un juge qui ne va pas regarder votre vie, qui va juste regarder des documents papier. Donc c'est très très important d'avoir beaucoup de preuves. Et l'administration n'a pas... Enfin, c'est pas personnel, quoi. C'est juste... si il y a vraiment eu transfert de résidence fiscale hors de France, le fait que la plus-value n'ait pas été fiscalisée en France, c'est juste l'application logique des règles de répartition du pouvoir d'imposer entre États. Les États se mettent d'accord pour dire, voilà, toi, dans cette configuration, c'est toi qui imposes, dans l'autre, c'est moi. C'est juste l'application de ces règles. Donc, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, c'est si la domiciliation à l'étranger est fictive et qu'elle est contestable. Là, l'administration ne se prive pas pour remettre en cause les déclarations du contribuable. D'accord. Et selon les pays où la personne va aller pendant 2-3 ans, ça n'a pas impacté après la décision de l'administration fiscale française? Non, pas nécessairement. Après, ça peut donner une coloration au dossier, quoi. C'est-à-dire que le vérificateur qui arrive pour contrôler n'aura pas le même a priori si la personne est partie en Belgique, si la personne est partie dans un pays qui est
une imposition nulle, quoi. Mais juridiquement, ça change rien. Ok. Et pour parler un peu d'ailleurs de la fiscalité crypto dans les autres pays européens, donc on peut peut-être parler de l'Allemagne et plus récemment du Portugal, où l'imposition crypto n'est pas la même selon la durée de détention de tes cryptos. Alors, effectivement, j'en ai entendu parler. Après, je suis pas expert parce que j'en entends parler, mais j'ai pas lu le code général des Je crois que c'est impôts un an, allemands, non, ouais. il me semble. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Si tu y tiens depuis plus d'un an, je crois que tu as un abattement. Enfin, tu Ouais. payes 0% concrètement sur ces cryptos-là. Ouais, En cas de- mais je pense que dans ces pays, finalement, les cryptos ont été assimilés à un autre type de revenu, et donc c'est cette assimilation qui a conduit à cette règle, à l'application de cette règle. Mhm. Parce que c'est vrai que c'est un point intéressant, mais intellectuellement, je vois pas comment on pourrait construire un mécanisme similaire en France, parce que quand on a un avantage fiscal, ça répond généralement à un objectif politique. Ça vise à inciter à un comportement économique, et je vois pas pourquoi l'État voudrait inciter les gens à hold leur crypto, quoi. Ouais. Même si ça pourrait être intéressant, mais je suis pas sûr que ce serait dans l'intérêt de l'État. Voilà, contrairement aux actions où l'incitation allait de laisser du capital dans les sociétés françaises, ou là j'ai du mal à voir comment ça pourrait être présenté, mais je pense pas que ce soit sur la table en France. Ok, ouais, tu verrais pas trop le motif qui pousserait l'État à adopter une telle. Ouais, une telle- ça serait compliqué. Après, c'est défendable, hein. Moi, c'est mon avis, quoi. Ok. Ouais. Et pour parler d'autres sujets maintenant, je pensais au plan épargne retraite. À quand la possibilité d'acheter du Bitcoin dans un plan épargne retraite, un plan d'assurance vie. Est-ce que tu vois un peu que le marché évolue dans ce sens-là? Clairement, après, je suis moins expert sur le côté réglementaire, hein. J'ai un associé qui fait ça très bien. Mais une des hypothèses, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'on ait des ETF européens sur du Bitcoin ou d'autres cryptos, Ouais. qui permettraient d'être en fait acquis via des enveloppes fiscales telles que le PER ou le PEA. Et c'est vrai que l'ETF crypto sur un PEA, ce serait quand même très très bien, quoi. Mhm. Puisque là, du coup, on aurait de la fiscalité qu'au moment du retrait en cash du PEA, et pas au moment de la cession de l'ETF. Donc, on pourrait faire on pourrait choisir son exposition, réguler son exposition aux différentes cryptos si on a plusieurs ETF, tout en écartant la fiscalité, quoi. Ouais. Donc, ça serait l'idéal. Mais à mon avis, ce serait que par ce biais-là. Après, je sais qu'en Europe, il y a des ETN qui sont disponibles sur de la crypto. Les caractéristiques sont un peu différentes, mais je ne suis pas expert sur ce type de subtilité, quoi. Ok. Un autre point dont je voulais parler, c'est la fiscalité des stablecoins. Donc actuellement, les stablecoins sont considérés comme d'autres cryptos. Donc c'est-à-dire que quand tu fais un échange Bitcoin, USDC, tu vas pas être taxé. Mais de ce que je comprends, c'est que c'est quand même à l'étude. Alors il n'y a rien de concret pour l'instant, mais le gouvernement réfléchirait potentiellement à la possibilité de taxer ces flux-là. Ouais, alors il y a deux choses qui peuvent laisser penser ça. La première, tu en as pas mal parlé, c'est le changement de statut juridique de la plupart des stablecoins qui vont avoir une qualification juridique spécifique avec l'entrée en vigueur du règlement MiCA. Du coup, on peut en déduire que les stablecoins ne seront plus des actifs numériques au sens juridique, et donc quand on fera un trade crypto stablecoin, on sera plus dans le cadre d'un échange entre actifs numériques. Et la deuxième chose qui peut laisser penser ça, c'est le rapport de la Cour des comptes de fin 2023 qui justement invitait à aller dans ce sens, et faisait une recommandation assez intéressante qui était de distinguer les stablecoins euros et les autres en maintenant la qualification d'actifs numériques pour les stablecoins hors euro, Mhm. et en excluant les stablecoins euros de la qualification d'actifs numériques. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé avant de lire le rapport, mais c'est assez intéressant de le voir sous cet angle. L'idée étant de faciliter l'utilisation en paiement des stablecoins euros. Parce que on aurait certes de la fiscalité au moment du trade crypto stablecoin euro, mais on n'aurait plus de fiscalité au moment de la dépense du stablecoin euro contre un bien ou un service. Ce qui permettrait d'utiliser vraiment des stablecoins pour payer des biens ou des services, quoi. Ouais, c'est intéressant. Alors moi, je vois plutôt comme une limite une concurrence déloyale envers les stablecoins euros d'un point de vue trading,
parce que ça veut dire que ça serait une cacophonie. Enfin, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. À partir du moment où si tu fais des dizaines de trades annuels ou même des centaines de trades, c'est-à-dire que dès que tu fais une opération, tu dois noter la valeur de ton portfolio à l'instant T, à combien était la transaction à cet instant-là, et après tout compiler avec un énorme Excel, et donc ça devient très... Après, il y aurait le meilleur des deux mondes, puisque pour un trader qui voudrait se couvrir, il pourrait repasser en stablecoin dollar. Ouais, c'est vrai. Et C'est vrai, par c'est vrai. contre, quand il voudrait dépenser, il pourrait cash Complètement. out en stablecoin euro. Et Oui, non, t'as raison. Ouais. En vrai, ça permet les deux, tu as raison. Ouais. C'est juste que, voilà, est-ce que les stablecoins euros seraient de cet avis-là? Ouais, c'est sûr. Faut voir enfin, sur le côté, ouais. Et puis même sur le côté plutôt macro, est-ce que ça serait intéressant? Mais en tout cas, c'est cohérent avec le marché. On a vu que les stats étaient quand même en matière de trading, y compris en Europe, une utilisation massive des stablecoins dollars. Ouais, Et c'est donc, vrai. ça pourrait en plus laisser peut-être une marge compétitive pour le stablecoin euro, Tout à fait. pour un autre cas d'usage qui est la dépense, le paiement, quoi. C'est vrai que tu as raison. Aujourd'hui, le stablecoin euro n'a pas forcément de marché. Ça pourrait lui Ouais. créer un marché parce qu'il y a un vrai use case derrière. Ouais. Ouais, complètement. Je voudrais finir par un autre sujet. C'est la déclaration à l'administration fiscale des wallets. Quand je dis wallet, je parle des wallets ça peut être des wallets MetaMask que nous, particuliers, détenons. Est-ce que à terme, tu penses que l'État peut exiger qu'un contribuable déclare tous ses wallets? Donc, à l'actuel, on déclarait compte étranger, mais demain, ça serait compte étranger plus wallet et tous les wallets que tu as créés. Ce qui peut potentiellement être un gros bordel, parce que si tu crées plein de wallets. Ouais, c'est clair. Est-ce que c'est faisable techniquement? Je pense que oui. Oui, ouais. Ça poserait quand même des questions d'articulation entre différents principes, hein, parce qu'en voilà, en droit, on est toujours sur une balance entre les différents intérêts. Est-ce que, par exemple, le Conseil constitutionnel considérerait que l'avantage recherché, c'est-à-dire lutter contre la fraude fiscale, est suffisamment important pour porter une telle atteinte à la vie privée? Mhm. Il y aurait débat, à mon avis. C'est pas si évident que ça. Est-ce que c'est souhaitable pour les pouvoirs publics? Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que, je sais pas si tu as le même sentiment, mais que le marché des cryptos finalement est pas si décentralisé, que Non, complètement. l'essentiel, voilà, des opérations se centralisent autour de plateformes centralisées, que la démocratisation des cryptos va faire que renforcer ce phénomène. Mhm. Et donc en fait, on mettra en place une obligation pour lutter contre soit contre des fraudeurs vraiment qui visent à dissimuler les fonds, qui de toute façon feraient pas la déclaration. Donc j'ai l'impression que ça serait une arme beaucoup trop contraignante par rapport à ce qu'on essaierait d'atteindre comme objectif, et ce serait pas une arme pertinente puisque la déclaration serait pas faite par des gens qui seraient dans une intention frauduleuse, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu soulèves. Est-ce que l'État, quand il va prendre une décision d'un point de vue fiscal, une nouvelle norme, une nouvelle loi, est-ce qu'il va penser au manque à gagner que cette loi peut induire par rapport à sa complexité? Tu vois, on parlait tout à l'heure justement de la réglementation du stacking, etc. De se dire, finalement, à force de rajouter des règles, et finalement, ça va être contre-productif parce que les gens ne vont pas faire de stacking parce que trop compliqué ou pas déclarer leur stacking. Et donc, il y aura un manque à gagner par l'État qui voulait justement trop optimiser peut-être. Ouais, ça c'est des choses qui font partie des analyses d'impact, des textes fiscaux. C'est pas forcément les politiques qui font ce travail, mais il y a pas mal de contre-pouvoirs. Il y a des autorités, la Cour des comptes qu'on a citée, l'inspection générale des finances. Il y a des corps de l'État qui sont chargés de contrôler la gestion publique, contrôler l'efficacité de certains dispositifs, notamment fiscaux. Et la complexité d'un régime fiscal, c'est acquis que ça peut nuire à sa bonne application et donc à la rentabilité d'un impôt. Et donc c'est un des éléments qui est pris en compte quand une autorité est amenée à se prononcer sur la pertinence d'un dispositif, clairement. C'est un élément essentiel. Il y a d'autres éléments, d'autres considérations qui sont plus liées à la protection des droits et libertés individuelles. C'est des principes de clarté et d'intelligibilité de la loi fiscale. C'est des principes qui sont constitutionnels, et on a certains textes qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel parce qu'ils étaient d'une complexité telle qu'ils étaient impossibles à mettre en œuvre. Alors, c'est probablement pas le cas du régime crypto, qui est compliqué, mais qui est quand même Digeste. Voilà. Digeste. Ouais, on peut l'appliquer, quoi. Ouais. Mais ça reste des principes qui sont protégés d'un point de vue constitutionnel. Ok, intéressant. Et une dernière question d'ailleurs à ce sujet. Est-ce que tu t'imagines un monde
dans un horizon pas si lointain peut-être, où l'État obligerait finalement Ledger à faire une vérification d'identité de tous ses utilisateurs. Non, je pense pas. Ouais. Non, je pense pas parce que faudrait imposer ça à tous les commerçants, quoi. Enfin, faudrait imposer ça aux gens qui vendent des porte-monnaies, aux gens Ouais, qui tout à vendent fait. des matelas, quoi, sur lesquels on peut dissimuler un peu de cash aussi, aux gens qui vendent des coffres forts. Enfin voilà. Je pense que ça, là, on changerait vraiment de paradigme. On serait dans une logique. Enfin voilà, la question de la proportionnalité des moyens au but poursuivi, elle est fondamentale dans tout notre système juridique. Et là, on serait, à mon avis, serait totalement disproportionné, quoi. Ok. Une dernière question, Alexandre, peut-être pour conclure. C'est quoi peut-être toi ta vision sur l'évolution de la fiscalité en France dans les prochaines années sur la partie crypto? Est-ce que tu as une idée de où est-ce qu'on se dirige? Bah, à mon avis, moi, ma vision, c'est que, on l'a dit, c'est super complexe, Mhm. mais il y a plein de régimes fiscaux qui sont complexes. En matière de fiscalité financière, c'est très complexe. Et donc, pour résoudre ce problème de la complexité, on a impliqué les intermédiaires dans la production d'informations fiscales. Ils fournissent des imprimés fiscaux uniques, parfois ils pratiquent des retenues à la source, et le contribuable n'a pas grand-chose à faire finalement. Ma vision, c'est qu'on va aller plutôt dans ce sens aussi en matière de crypto. Une des premières étapes pour ça, bah, ça a été le PSAN, déjà réguler les intermédiaires. Mhm. La prochaine étape, ça va être l'échange automatique d'informations en matière fiscale pour finalement armer l'administration. Et les étapes suivantes, à mon avis, ce serait une modification du régime fiscal pour éviter d'avoir ce système de calcul globalisé de la plus-value et permettre à chaque intermédiaire de faire les calculs à son niveau des plus-values générées par le contribuable. Et la dernière sera de imposer la remise chaque année d'un document avec un récapitulatif des infos à déclarer, à reporter dans la déclaration, voire potentiellement des retenues à la source et des pré-déclarations de l'intermédiaire, quoi. Donc c'est finalement une simplification de la fiscalité en mettant euh, au travail les intermédiaires financiers. Ouais, pour plus de centralisation, mais dans l'intérêt peut-être du Voilà, c'est contribuable, ça. quoi. Toujours dans cette vision de plus le marché va s'ouvrir, plus les gens vont de toute façon aller vers des acteurs centralisés, quoi. Et d'ailleurs, tu parlais d'Upsan, tu penses que les acteurs, je pense notamment aux exchanges non régulés en Europe, en France, ça va être de plus en plus compliqué en tant que Français que de trader sur ces plateformes-là? Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que pour être obligé d'avoir un PSAN en Europe, Mhm. et quand on est un acteur étranger, il faut viser le marché européen. Si on a des clients en France, mais qu'on ne vise pas le marché français, on ne sera pas obligé d'avoir une licence MiCA en Europe. Mhm. En revanche, si on a un utilisateur français, on sera obligé de participer à l'échange automatique d'informations, même si on n'est pas PSAN en Europe, et même si on n'a pas du tout un pied en Europe, quoi. Ok. Donc c'est intéressant, puisque du coup, les obligations en matière de transmission d'informations fiscales ont un champ d'application territorial beaucoup plus large que les contraintes réglementaires. Ok, c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Bybit, KuCoin, c'est-à-dire que même KuCoin, tu vois, qui est sur la liste noire de l'AMF depuis peu, eux, ils ont même ce travail-là, ce devoir de donner de l'information à l'État français si l'État français le demande. Exactement, et ils Ok. devront déclarer spontanément. Alors il y a des questions d'exécution de cette obligation, parce que Ouais. ce sera très compliqué de les forcer. Ça sera beaucoup moins compliqué si c'est des plateformes qui sont domiciliées dans des États qui participent à l'échange automatique d'informations. Mhm. Et aujourd'hui, il y a une liste, il y a une déclaration commune d'une cinquantaine d'États qui ont affirmé leur volonté d'avancer vite sur une convention multilatérale qui permettrait cet échange automatique d'informations. Ok, top. Alexandre, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot pour la fin? Non, bah merci à toi pour l'invitation et j'espère que c'était clair. Ouais, hyper clair. Merci beaucoup. Merci Gary.